Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui sur Brew Society TV, nous sommes à la brasserie La Cardamine en compagnie de Nicolas. Bonjour. Comment ça va? Bah écoute, ça va super. Bon, on va pas se mentir, on se connaît parce que tu es déjà venu en formation en 2020, juillet 2020. Absolument. À Brew Society, et depuis donc tu as monté cette brasserie à Cailly-sur-Eure qui paye pas de mine mais qui sort des bons produits qui sont ici. Raconte-nous un peu la genèse de la chose. Alors, la genèse de la brasserie, donc c'est un projet familial qu'on a lancé juste après le premier confinement. Moi, je suis un ancien consultant en marketing, la vie parisienne me plaisait plus trop et on cherchait une excuse pour s'installer en Normandie. Le confinement, on l'a passé dans le village même, puisque c'est le village où on est installé en famille depuis à peu près une vingtaine d'années. Et on cherchait un projet pour dynamiser le village, participer un petit peu aux activités locales et relancer vraiment une industrie dans le village de Cailly-sur-Eure. Donc le projet est né d'abord dans la maison familiale qui en fait est un peu plus loin à l'extérieur du village. Et on s'est installé dans ces locaux au bout d'à peu près un an. Les parents ont les rôles on va dire stratégiques et structurels. Sarah est ma directrice commerciale. Moi, je suis du coup d'origine, j'étais le brasseur de la brasserie. Maintenant, je suis plutôt sur la direction des opérations. Et j'ai également Antonin, du coup, qui nous a rejoint il y a bientôt 1 an et demi. Et qui a aussi fait une formation à Exactement, qui est passé également entre tes mains, qui a fait la même formation que celle que j'avais fait, mais avec 2 ans d'intervalle, et qui est devenu du coup mon directeur de production. Et le petit frère qui est là à aider aussi de temps en temps quand il est en vacances pendant ses études. Et parle-nous un petit peu de tes bières alors. Alors, donc c'est une gamme qu'on a montée en 3 ans. 3 ans pour créer cette recette. On a voulu avoir une gamme assez large pour pouvoir correspondre un petit peu au goût de chacune et de chacun, et pour autant que ça touche les profanes comme les initiés sur la bière artisanale. Donc on a vraiment 2 parties de la gamme, une partie assez traditionnelle avec 2 blondes, une rousse et une blanche. Les 2 blondes, on va avoir une blonde typée britannique avec une pale ale, l'autre va être plutôt typée belge, la blanche va être typée allemande, la rousse on est sur une version un petit peu britannique également. Et après, on a la partie un peu plus spéciale de la gamme avec notre IPA, notre boisson fermentée à base de framboises, griottes et fruits rouges. Et la dernière qui est ma petite recette de cœur qui est une tourbée. Là, l'idée c'était d'avoir 3 recettes bien marquées, bien spécifiques, qui correspondaient à l'image de la brasserie et qui visent un public un petit peu plus craft. Et ici, qu'est-ce qu'il y a alors? Un petit bouton s'abonner. Abonnez-vous. Participer à la vie du village, c'est aussi donc avoir monté cette petite taproom avec ces petits sièges bien sympathiques, la tireuse qui est là-bas. Donc vous accueillez du monde, quand ça? Alors, on accueille surtout du monde les samedis après-midi et quelques soirs en semaine. L'idée, c'est pas de faire un brew pub ou un bar à bière craft. L'idée, c'était de vraiment en fait être un point de rencontre pour les habitants du village, puisqu'on est sur un petit village, il y a un noyau dur et très dynamique qui est le comité des fêtes, et on voulait vraiment participer à la bonne énergie qu'ils mettent dans le village. Et en plus de ça, Cailly-sur-Eure est un village qui est très bien placé en termes de balades pour faire du vélo. Il y a des balades en forêt, il y a des petits GR dans le coin. Et en fait, on est vraiment sur le passage. Donc l'idée, c'était d'être le petit point rafraîchissement, la petite pause pour les balades familiales du samedi après-midi. Nous, effectivement, notre métier, c'est plus de fournir de la bière, de la produire et de la diffuser. On ne voulait pas forcément rentrer dans cette dynamique bar de nuit ou autre, c'est pas quelque chose qui nous intéressait. Mais effectivement, devenir le petit point de rencontre, l'endroit où les amis du village se retrouvent le samedi après-midi, c'est l'idée. On n'en a pas parlé, mais la brasserie est située dans un ancien garage, donc on a eu pas mal de travaux d'aménagement à mettre en place, notamment sur la déco. Vous avez fait l'isolation là aussi? Voilà, on a refait l'isolation, la peinture. Le bar est fait main complet. Là, on en est assez fiers parce que en fait, la structure est issue d'un ancien établi qu'on a pu récupérer complètement. On a refait tout le design du bar en bois d'un point de vue un peu rustique. Et vous avez fait toute la toiture aussi de l'ancien garage. Du travail pour avoir vu le début, il y a eu du taf. Ouais. Allez, c'est parti. On va visiter la brasserie. On va commencer par le bloc chaud. Explique-nous un peu tes cuveries. On a à peu près les mêmes au centre de formation, mais
Comme ça, on va pouvoir les expliquer à tout le monde. Alors effectivement, donc oui, c'est quelque chose que tu connais très bien puisque le matériel, quand on a créé la brasserie, on a commencé sur un petit Polsinelli de 100 litres pendant quelques mois et on est très rapidement passé sur ce matos-là, voyant que les bières plaisaient et que le métier nous plaisait également. Okay. Donc sur la partie chaude, l'idée c'était effectivement de pouvoir faire 2 brassins dans une journée. Donc là on a des cuves de 500 litres. Donc divisé en 4 cuves différentes. La grande cuve ici de 2000 litres qui est une bâche d'eau chaude, donc qui est littéralement notre réserve d'eau chaude pour les différentes phases de brassage. La première cuve qui est ici, qui est la cuve d'empâtage, donc on va faire infuser le grain et l'eau pour activer les différents paliers enzymatiques. On transfère la mèche, donc le mélange mou et drèche dans la cuve de filtration. C'est là du coup qu'on va séparer le liquide du solide, récupérer le mou, donc la future bière, et séparer de la drèche qui, elle d'ailleurs, finit en compostage chez une maraîchère du coin. Okay. À partir de là, effectivement, on a notre cuve d'ébullition où on va faire bouillir le mou, infuser le houblon, ajouter les différentes fruits ou autres en aromatique. Et je précise que vous avez l'option télescopique sur les râteaux, et ça pour le dédréchage, c'est quand même royal. Sur ton conseil, effectivement, et je sais pas comment on pourrait faire sans, du coup. Eh ben, on a des élèves, nous, pour le faire en partie. C'est vrai que c'est pratique, mais comme ça, ils comprennent bien que c'est pas une option à mettre à la poubelle, quoi. Non, non, c'est extrêmement intéressant et ça nous permet d'avoir d'avoir une hygiène irréprochable sur le matériel, puisqu'on peut le nettoyer correctement, tout simplement. Ok. On va passer au bloc froid. Donc notre bloc froid, nous, on a une capacité de fermentation de 5000 litres, répartie en 5 fermenteurs de 1000 litres chacun. Le tout, donc thermorégulé. L'avantage qu'on a avec cette installation, c'est qu'on peut autant faire un maintien à froid que réchauffer nos fermenteurs. C'est pas pour rien qu'on a choisi de pouvoir les réchauffer, c'est qu'on est en Normandie et que mine de rien en hiver il peut faire froid. Et on le sait très bien, la température de fermentation est très importante pour la qualité de la bière. Donc on va avoir en fait tout le système de thermorégulation qui est juste ici, avec un chiller qui va permettre en fait de maintenir à froid le glycol froid qui est dans la grosse cuve. Et une petite cuve pour le glycol chaud qui nous sert en cas d'urgence, dans le cas où on doit remonter la bière en température, dans les cas de période de grand froid. Voilà, donc tu as un système d'eau glycolée, froid et chaud, indépendant. C'est-à-dire que tu peux chauffer un fermenteur tout en refroidissant les 4 autres. Absolument. Et ça, c'est plutôt pratique. Et dans le glycol, on a des résistances électriques qui vont pouvoir le chauffer. On a ça aussi au centre de formation. C'est très pratique aussi pour les lagers, remonter en température pour faire le repos diacétylique, dont on parlera peut-être un jour, qui permet donc aux levures de réabsorber le diacétyl qui est formé pendant la fermentation primaire. Le tout d'ailleurs en isobar, donc ça on va en parler un peu plus sur la partie conditionnement, mais on a choisi de faire on a choisi cette méthode de carbonatation parce qu'elle nous permet d'être beaucoup plus précise sur la qualité de la bulle dans la bière finie. Elle a une meilleure stabilité aussi avec la durée, c'est-à-dire que la bière est beaucoup moins sujette aux variations de température et vous l'aurez vu, on est dans un ancien garage, donc en termes d'isolation thermique, on est au-delà des seuils mesurables. Ouais, pour refermenter, la levure, elle serait pas très contente. Voilà. Et en plus, tu peux faire du flux tendu, c'est-à-dire conditionner, vendre directement. Exactement. Et ça, c'est plutôt pratique. Bon, je suis content de voir qu'ici, en tout cas à la Cardavine, on n'est pas au bout du rouleau. Cette étiqueteuse, elle est assez récente et elle permet d'accélérer grandement l'embouteillage, si je ne m'abuse. Absolument. Là, on est sur une étiqueteuse de la marque Okagi. C'est vraiment une très bonne machine parce qu'elle est capable de monter quasiment jusqu'à 1500 étiquettes heure. Et donc c'est-à-dire qu'elle devance largement l'embouteilleuse dont on va parler juste après. Mais ça a été un gain de temps non négligeable quand on a acquis celle-ci. Elle a été financée en fait en revendant la première version de la brasserie. Et bim. Voilà. Et donc ça a été vraiment, alors qu'avant on n'étiquetait pas à la main, mais c'était pas très loin d'être le cas. Et juste après, du coup, on a notre refluteuse laveuse, qui est également aussi un équipement. Ouais, tu peux le laver et dans la foulée remplir, c'est ça. Et tu arrives à contrôler donc le bon rinçage de la soude. Oui, non, le cycle en fait sur cette machine est assez précis, c'est-à-dire que la soude est rincée au moins 2 fois avec une eau à 80. Donc on s'assure une bonne dilution de la soude au moment du rinçage. Et c'est vrai qu'en plus elle nous permet d'avoir un parc de fûts inox et d'être totalement autonome sur l'entretien de ce parc, ce qui d'un point de vue commercial et économique
Et vraiment- écologique, si tu prends que des fûts en plastique, à un moment, il y a une dissonance cognitive. Et ici, donc, on a ton CIP, Cleaning in Place, in English in the text, sinon c'est NEP, en français, nettoyage en place, avec 3 cuves. Contrairement à beaucoup de brasseries, nous y compris, qui n'avons que 2 cuves, une en général qui est chauffée pour la soude, une autre qui n'est pas chauffée pour à la fois le peracétique, la désinfection après le nettoyage, et le rinçage entre chaque étape. La vidéo de JB, allez voir la vidéo de JB sur Brew Society TV, et une 3e cuve donc pour de l'eau, pour rincer, pour éviter d'avoir à faire un branchement, des branchements, de la tuyauterie pleine de produits chimiques. C'est quand même beaucoup plus confort. Normalement, il y a même une 4e cuve sur les CIP un peu industriels où il y a de l'eau stérilisée, souvent aux UV, pour pouvoir rincer après la désinfection. Parce qu'en France, c'est obligatoire de rincer après le désinfectant, n'est-ce pas ? Non, là, on avait choisi les 3 cuves justement pour être certain de pouvoir utiliser au maximum tous les produits de sanitation, donc que ce soit la soude et le Pera. On a des semaines où effectivement on va enchaîner souvent les périodes de production, que ce soit brassage ou conditionnement, et il était hors de question de sacrifier que ce soit la soude ou le peracétique. On est sur quelque chose effectivement qui d'un point de vue en plus économique a un coût. Et puis d'un point de vue environnemental, il faut vraiment optimiser l'utilisation de ces produits au maximum. Donc ici, on peut voir encore une fois que vous avez de la bouteille. Absolument. On commence à en avoir un petit peu, au moins une dizaine en tout cas. Là, du coup, ça va être notre embouteilleuse Isobar. Si effectivement, elle est obligée d'être calée sur la même techno de carbonatation que nos fermenteurs. Gros avantage de cette embouteilleuse, vous l'aurez compris, c'est que la bière en fait est prête à être consommée dès qu'elle sort de cette machine. Donc, on va avoir en fait effectivement, on part de la gauche vers la droite, une partie remplissage où du coup, on va avoir tout un équilibrage de. C'est ça, tu poses les bouteilles vides ici, on pousse le rack, il y a juste à appuyer. Ça s'abaisse et ça fait le cycle de remplissage. Exactement. Les cycles de remplissage se font en fait automatiquement. Oui. C'est pour ça qu'elle est semi-automatique, parce qu'en fait on n'a pas à gérer cette partie-là. Par contre, effectivement, le côté semi aussi montre que c'est nous qui manipulons les bouteilles. Donc on a vraiment la partie remplissage et capsulage juste après. Et à partir de là, les bouteilles sont prêtes à être vendues immédiatement. Il faut bien comprendre comment elle fonctionne. Celle-là, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas optimisé sur des milliers de bouteilles à l'heure. Non, c'est ça, c'est qu'effectivement, on a, c'est une machine extrêmement simple d'utilisation. Par contre, j'ai mis 4 mois, je crois, à la maîtriser complètement. Et c'est vrai que le seul défaut que je lui trouve, forcément, c'est sa fréquence de remplissage. Ouais. Là où l'étiqueteuse de tout à l'heure, on est à quasiment 1500 bouteilleurs. Là, si on pousse vraiment la machine, on est à 300 bouteilleurs. Ouais. Donc forcément, les journées conditionnement sont des belles journées. J'ai des beaux souvenirs de conditionnement avec toi chez TBS. Et bien content d'être passé sur du fût aussi, j'imagine, pour diminuer les le jour où on a bouteilles. fait du fût, ça a été la révélation. Et puis là, la nouvelle révélation sur les bouteilles, ça va être les 75 aussi. Ouais. Parce que du coup, on va remplir 2 ou 3 au lieu d'en remplir une. Je me disais aussi, les trous sont un peu gros. Voilà. Pour du 33 centilitres. C'est les petites nouveautés qu'on va sortir d'ici la fin de l'année. Ah, alors, cette machine est vraiment super et elle permet vraiment, elle est vraiment en bout de course sur le process de conditionnement, sur le process de brassage de manière générale. Et si elle n'était pas de qualité, en fait, ça mettrait en péril tout le travail qu'on fait en amont. Bah oui. Voilà. C'est 40% des infections, le conditionnement. On l'oublie souvent. Et puis, c'est une pénibilité qui est non négligeable. Donc, avoir une bonne machine de conditionnement, c'est primordial. Ici, on a une petite caméra, et je l'ai vue en rentrant, ça va faire rire, mais en même temps, c'est une super idée pour contrôler juste le tableau de bord. Et quand tu pars en week-end ou en vacances, ça te permet de constater s'il y a une coupure de courant, si les fermentations se passent bien, si les températures sont correctes. C'est ça. Ça nous sécurise un petit peu, puisqu'on a eu quelques fois des petits soucis de micro-coupures de courant, et la coupure en elle-même n'est pas trop un problème. Le problème, c'est qu'effectivement, dans ce cas-là, le maintien de l'eau glycolée froide ne se fait plus à la température négative, en température négative, pardon. Et dans ce cas-là, ça peut mettre en péril. Tu parles l'esprit léger aussi, la charge mentale est diminuée. Exactement. On va voir tes produits finis ? Ouais. Donc
Donc dernièrement, tu as aménagé une mezzanine pour gagner de la place, c'est ça? Absolument. On a eu un petit peu de mal à la monter, mais finalement on y est arrivé. D'ailleurs, on a pu aussi également faire l'acquisition d'un superbe transpalette électrique baptisé Robert. Et cette mezzanine en fait va nous permettre d'optimiser totalement l'espace de stockage, puisque de base le grain en fait était au fond et le stock de grain était vraiment dans le coin là-bas. Je te vois. Et l'idée c'était vraiment d'optimiser tout ça et de gagner en hauteur, puisque malgré les presque 400 mètres carrés qu'on a sur cette partie-là, on se rend compte que l'occupation au sol des différents matériels, matières premières, produits finis, etc., ça prend très très vite de la place. Est-ce qu'on peut retrouver donc tes bières? Alors, sur nous, on est répartis sur le 76, le 27, le 28, le 14 et un petit peu le 78. Dans les zones proches de la brasserie, on va être sur Rouen, Ouais. notamment. Donc Rouen, on va être à l'Entre du Malte, la cave et le bar. On est au Berthom, on va être également chez Magellano, rue aux Juifs. Qui d'autre? On va avoir par exemple les Papilles à Saint-Jacques-de-Darnétal, les 2 centrales des vins, donc celle de Sonneville et des Quais. Et à Évreux? Évreux, on va être à la cave du Beffroi, on est au Garrison régulièrement également, on travaille très souvent avec le Levrette de Café d'Évreux, qui alterne avec une autre brasserie locale sur ses becs tournants pour du craft. L'ancien Matahari, pour ceux qui connaissent. Exactement, en bordure d'Iton, c'est un bar très Et très à sympa. Chartres aussi, non? Chartres également, on va être notamment au Très Superbe, qui est un de nos premiers clients, qui a un salon de thé, épicerie fine, monté par des amis, des amoureux de la bonne bouffe et qui propose des produits extrêmement intéressants. On est également au Christie's et au VNB de Barjouville, donc à côté de Chartres. C'est désormais le moment de se dire au revoir. Vous pouvez retrouver Nicolas et toute l'équipe de la Cardamine sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. N'hésitez pas à aller les suivre. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci de nous avoir accueillis. C'était un plaisir. Maintenant, on va faire semblant de se dire au revoir, parce qu'après, en vrai, on fait une petite raclette. Absolument. Et à bientôt sur Brew Society TV pour d'autres cajolades vidéoludiques.